Dans cette vidéo, nous allons explorer une réalité frappante. Des États américains affichent des taux de criminalité exorbitants, des économies chancelantes, une montée des groupes de haine et des systèmes éducatifs à bout de souffle. Pourtant, certains de ces États cherchent toujours à attirer de nouveaux résidents. Mais les personnes noires ont bien compris le message, ont fait leurs valises et ont dit pas question pour nous. Bienvenue dans le classement des 10 États qui s'effondrent rapidement et où les Afro-Américains ne s'installent plus. Ne considérez pas cela comme une simple liste, mais plutôt comme une véritable prise de conscience. Ces États proposent une infrastructure défaillante, accompagnée de tensions raciales, le tout sous l'étiquette de « doux foyer ». Pendant ce temps, les Afro-Américains privilégient la tranquillité à la dégradation, le progrès au problème, et se détournent de ce que certains de ces États sont devenus, de véritables laboratoires politiques avec une énergie proche de l'expulsion. Et voici le point crucial. Ce sont des endroits où les systèmes ne se contentent pas d'échouer, ils s'écroulent comme des chaises de jardin sous une tempête. Pourtant, ils ne comprennent toujours pas pourquoi la population noire continue de diminuer. Indice. Ce n'est pas la météo. Dans ce compte à rebours, nous allons examiner les 10 États américains qui connaissent l'effondrement le plus rapide et où les Afro-Américains ne déménagent plus, des États où le tapis de bienvenue est usé et les sorties sont bondées. Alors, préparez-vous, car ce qui va suivre pourrait vous surprendre. Et si vous envisagez un déménagement, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à regarder la vidéo jusqu'à la fin avant de faire la plus grande erreur de l'année. 10. Louisiane. La saison des ouragans n'est pas la seule à ravager la Louisiane. Cet État est en chute libre depuis si longtemps qu'il aurait besoin d'une tente d'urgence permanente de la FEMA et d'un thérapeute. Classé 49e en éducation, 47e en santé et toujours en queue de peloton pour ses infrastructures délabrées, la Louisiane ressemble à cet ami qui accumule les mauvais choix et vous demande de prier pour lui. Parlons de la criminalité. La Nouvelle-Orléans a enregistré un taux de meurtre de 70 pour 100 000 habitants en 2022, ce qui la place parmi les villes les plus meurtrières d'Amérique. Ce n'est pas une simple statistique, c'est une crise. Et pourtant, les dirigeants de l'État semblent penser qu'une parade festive et quelques colliers du Mardi Gras distrairont tout le monde, comme pour dire « Ne vous inquiétez pas de la pauvreté, attrapez plutôt ces colliers en plastique. » Mais voici la véritable histoire. Les familles noires, dont beaucoup ont des racines plus profondes que le bayou dans cette terre, partent discrètement, constamment et sont totalement lassées. Elles en ont assez des maisons inondées à chaque tempête, des quartiers qui attendent toujours des réparations de base des années après les catastrophes et des responsables publics qui apparaissent avec des promesses en période électorale mais disparaissent plus vite que l'argent des aides fédérales. Parlons des écoles. Plus de 80% des élèves de la Nouvelle-Orléans sont inscrits dans des écoles à charte dont beaucoup sont mal gérées, sous-performantes ou carrément non accréditées. Les enseignants sont sous-payés, surchargés de travail et fuient vers des États qui respectent leur profession. Pendant ce temps, on attend des parents qu'ils fassent des miracles avec 2 emplois, sans garde d'enfants, et un système scolaire qui tient avec du ruban adhésif et des résultats de tests. Et les soins de santé? Le taux de mortalité maternelle pour les femmes noires en Louisiane est près de 4 fois plus élevé que pour les femmes blanches. Pensez Y, en 2025, dans le pays le plus riche du monde. Alors, dites-moi, comment êtes-vous censé construire un patrimoine générationnel lorsque la valeur de votre maison chute, vos options d'emploi sont rares et votre communauté n'a même pas d'hôpital à moins de 30 minutes? Même le tourisme commence à vaciller. Les habitants ne peuvent pas se permettre de vivre dans les quartiers où ils ont grandi, et pourtant, les budgets municipaux se plient en 4 pour les centres de congrès et les rénovations du vieux carré français. La question n'est pas de savoir si la Louisiane s'effondre, mais plutôt, qui reste pour nettoyer ce désordre? Car de plus en plus de personnes noires disent « Vous savez quoi? On aime la culture, mais on aime encore plus la paix. » C'est à vous. 9. Mississippi. Le Mississippi ne s'est pas contenté de prendre du retard. Il s'est installé, a construit une véranda et s'est confortablement logé au bas du classement. Classé 50e en santé, 50e en opportunités économiques et dernier en bien-être général des enfants, l'État du Magnolia parvient d'une manière ou d'une autre à transformer la pauvreté en politique. Et nous, les personnes noires, nous portons cet État sur nos épaules depuis avant même qu'il ne s'appelle le Mississippi. Alors, quand les gens commencent à faire leurs valises et à partir, c'est que la situation est critique. Maintenant, parlons chiffres. Le Mississippi a le pourcentage le plus élevé de résidents noirs du pays, environ 38%. Pourtant, les communautés noires restent les plus sous-financées, les moins dotées en ressources et les plus soumises à la surveillance policière. Prenez Jackson, par exemple. La ville a passé des semaines en 2022 sans eau potable, et même maintenant, le système est si fragile qu'une forte pluie peut le mettre hors service. Pendant ce temps, dans les banlieues blanches juste à l'extérieur des limites de la ville, l'eau du robinet est cristalline et pétillante.
Comment un État avec tant de richesses culturelles reste-t-il si pauvre si longtemps? Ce n'est pas un accident. L'éducation publique est une mascarade. Le Mississippi se classe 46e en termes de performance K12 et les pénuries d'enseignants sont désormais si graves que certaines écoles se contentent de regrouper les enfants dans des laboratoires d'apprentissage sans instructeurs qualifiés. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la garderie avec des étapes supplémentaires. Et n'oublions pas l'économie. Le revenu médian des ménages est d'environ 52 000 $, près de 15 000 $ en dessous de la moyenne nationale. Mais bonne chance pour obtenir un prêt pour démarrer une entreprise si votre code postal est composé à 80% de population noire. Les taux de refus bancaires au Mississippi racontent une histoire d'apartheid économique déguisée en bonne manière du Sud. Même les résultats en matière de santé sont brutaux. Le Mississippi a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du pays et les femmes noires y sont 2 fois plus susceptibles de mourir de causes liées à la grossesse que les femmes blanches. Ce n'est pas un signal d'alarme, c'est un incendie à 5 alarmes. Alors, voici une question. Quand vous ne pouvez pas boire l'eau, faire confiance aux écoles, obtenir des soins de santé de qualité ou entrer dans une banque sans suspicion, que êtes-vous censé faire? Rester par loyauté? Par espoir? Par habitude? Non, les familles noires choisissent autre chose, la mobilité, la liberté, la santé mentale. Le Mississippi nous a donné certaines des voix les plus fortes du mouvement des droits civiques, mais en 2025, un nouveau mouvement est en croissance, un mouvement qui dit « Nous ne sommes plus en train de mourir pour vivre ici ». Alors, pendant que l'État s'accroche au passé comme un disque rayé, les personnes noires passent à autre chose et trouvent de nouveaux endroits où le progrès ne ressemble pas à une fantaisie. 8. Virginie occidentale. La Virginie occidentale ne s'effondre pas seulement, elle s'estompe comme un mauvais tatouage. Cet État est figé quelque part entre le souvenir d'une mine de charbon et une émission de télé-réalité que personne ne regarde plus. Autrefois alimentée par l'exploitation minière et la fabrication, elle est désormais en tête du pays pour une seule chose, le déclin démographique. Entre 2010 et 2020, la Virginie occidentale a perdu plus de 60 000 habitants et l'exode ne ralentit pas. Et voici le fait. Les personnes noires ne s'y sont jamais installées en grand nombre pour commencer, et maintenant, elles l'évitent complètement. L'État est blanc à plus de 94%, ce qui ne serait pas un problème si ce n'était pas aussi un endroit culturellement et économiquement isolé. Le genre d'endroit où la diversité signifie que quelqu'un a mis de la sauce piquante sur ses spaghettis. Le revenu médian des ménages tourne autour de 51 000 $, soit 20 000 $ de moins que la moyenne nationale. Pendant ce temps, près d'un habitant de Virginie occidentale sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et si vous pensiez que déménager à la montagne vous ferait économiser de l'argent, détrompez-vous. Les prix des produits d'épicerie sont étonnamment élevés en raison des problèmes d'accès en milieu rural et les transports en commun sont pratiquement inexistants, à moins que vous ne soyez d'accord pour faire du stop à travers les régions minières. Les soins de santé sont classés 45e au niveau national, avec des hôpitaux ruraux qui ferment les uns après les autres. Les services de santé mentale, c'est une crise dans une crise. Et dans un État avec l'un des taux de mortalité par surdose les plus élevés des États-Unis, la réponse a été davantage de pensée et de prière que de véritable politique. Parlons maintenant de l'éducation. La Virginie occidentale se classe 48e en matière d'éducation de la maternelle à la terminale et les pénuries d'enseignants sont si graves que les suppléants occupent souvent des postes à temps plein sans qualification. Vous voulez envoyer votre enfant dans une école qui le prépare à l'avenir, pas seulement à la survie, n'est-ce pas? Ajoutez à cela un climat politique plus intéressé par l'interdiction des spectacles de drag queens que par la lutte contre la pauvreté systémique. Les droits des personnes LGBTQ+ sont en suspens, et l'histoire des Afro-Américains dans les salles de classe? Bonne chance pour même trouver le manuel. Posez-vous la question suivante. Si vous êtes noir, voulez-vous déménager dans un endroit où vous faites partie des 5 ou 6 personnes de votre couleur dans tout le comté, sans ressources culturelles, avec des perspectives d'emploi limitées et sans système de soutien? C'est pourquoi la Virginie occidentale n'est même plus sur la carte pour les familles noires, non pas parce que nous n'aimons pas les montagnes, mais parce que nous avons déjà gravi trop de montagnes. Alors, pendant que l'État essaie de trouver comment se moderniser sans changer, les personnes noires observent de loin et choisissent des endroits où l'avenir ne ressemble pas au passé. C'est Arkansas. L'Arkansas est cet État qui jure qu'il est sous-estimé, mais dès que vous y arrivez, vous vous dites « Ah, c'est pour ça ?» Sur le papier, il offre une beauté naturelle, un coût de la vie bas et une position centrale. Mais si l'on gratte la surface du dépliant, la réalité est bien moins charmante. Criminalité en hausse, école en déclin, pauvreté rurale et un racisme qui ne se cache même plus. Tout d'abord,
L'Arkansas se classe 44e en éducation et 47e en soins de santé, ce qui signifie concrètement que si vous tombez malade, vous avez intérêt à être déjà aux urgences ou à connaître quelqu'un qui a une voiture et une bonne étoile. Et Little Rock a eu l'un des taux d'homicide par habitant les plus élevés en 2023, dépassant des villes 2 fois plus grandes. Ce n'est pas vraiment un argument de vente quand on essaie d'élever une famille ou de démarrer une entreprise. Maintenant, voyons comment cela affecte spécifiquement les communautés noires. Environ 15,7% de la population de l'Arkansas est noire, mais bonne chance pour trouver de l'équité en matière de logement, de soins de santé ou d'opportunités économiques. Les quartiers sont soit ignorés, soit embourgeoisés au-delà de toute reconnaissance. Et ne pensez pas que vous obtiendrez de l'aide de l'État. L'Arkansas a refusé des fonds fédéraux pour l'expansion de Medicaid pendant des années et traîne toujours les pieds pour de réels investissements dans les communautés mal desservies. Et le climat racial? En 2024, le Southern Poverty Law Center a classé l'Arkansas parmi les 10 premiers États pour le nombre de groupes haineux actifs par habitant. On ne peut pas me dire que cela n'affecte pas le sentiment de sécurité des gens, qu'il s'agisse de se promener la nuit ou en plein jour. Même les zones suburbaines, qui devraient offrir plus de stabilité, sont souvent fortement surveillées et culturellement aliénantes. Vous avez les regards, les préjugés et cette énergie passive-agressive du « d'où venez-vous » Et peut-on parler de la politique éducative? L'État a récemment essayé d'interdire les études afro-américaines en programme avancé dans les écoles, car, vous savez, enseigner l'histoire réelle pourrait rendre les gens mal à l'aise. Apparemment, l'inconfort est une plus grande préoccupation que la vérité. Cela vous dit tout sur qui façonne le programme et qui en est effacé. Ensuite, il y a l'économie. Le revenu médian des ménages en Arkansas est d'un peu plus de 53 000 $, bien en dessous de la moyenne nationale. Pourtant, les services de base comme les transports en commun, le logement abordable et un Internet fiable sont soit inexistants, soit très inconsistants en dehors des limites de la ville. Alors, voici l'ambiance. L'Arkansas veut que les personnes noires visitent, sourient, se divertissent un peu, mais ne restent pas, ne construisent pas et surtout, ne dirigent pas. Et les familles noires, nous l'avons remarqué. Les gens qui auraient pu aider à revitaliser l'Arkansas sont maintenant en train de démarrer leur moteur et de se diriger vers des États où le potentiel ne s'accompagne pas d'un prix sur leur tranquillité d'esprit. 6. Alabama. L'Alabama fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. C'est le berceau du mouvement des droits civiques, et pourtant, en 2025, on a l'impression que les gens marchent à reculons. Commençons par les faits. L'Alabama se classe 46e en éducation, 45e en soins de santé et affiche l'un des taux d'incarcération les plus élevés du pays. Le système carcéral est tellement surpeuplé et violent que le ministère américain de la Justice a dû intervenir. Et qui, à votre avis, constitue la majorité de cette population carcérale? Indice. Ce ne sont pas ceux qui écrivent les lois. Les personnes noires représentent environ 27% de la population de l'État, mais continuent de supporter les fardeaux les plus lourds, salaires plus bas, moins d'options de soins de santé, taux plus élevés d'interpellations policières et plus d'obstacles à l'accession à la propriété. Pendant ce temps, la législature de l'État élabore des cartes électorales comme s'il s'agissait d'une performance artistique, en redécoupant les circonscriptions noires à un point tel que même la Cour suprême a dû intervenir. C'est dire à quel point la situation est devenue insensée. Et parlons d'argent. Le revenu médian des ménages en Alabama est d'environ 55 000 $, bien en dessous de la moyenne nationale. Pourtant, le coût du logement dans des villes comme Birmingham et Huntsville continue d'augmenter, comme si personne n'avait dit au marché immobilier que les emplois ici ne paient que des miettes. En parlant de Birmingham, c'était autrefois une puissance économique noire. Aujourd'hui, de nombreuses familles noires de la classe moyenne font leurs valises discrètement, frustrées par les écoles sous-financées, la surveillance policière excessive et la stagnation de la mobilité économique. Elles se dirigent vers la Géorgie, la Caroline du Nord, voire le Midwest, n'importe où il y a de meilleures opportunités et moins de regards codés à l'épicerie. Les écoles publiques de l'Alabama sont en difficulté, surtout dans les districts à majorité noire. Les pénuries d'enseignants sont critiques et les résultats aux tests sont au plus bas. Un district important a littéralement manqué de services de bus pendant des semaines cette année en raison de restrictions budgétaires. Imaginez essayer d'amener votre enfant à l'école tous les jours et prier qu'un moyen de transport se présente. Et ne parlons même pas des soins de santé. Les hôpitaux ruraux ferment à un rythme record et la mortalité maternelle chez les femmes noires en Alabama est presque le double de la moyenne nationale. Accoucher ici peut être un risque pour la vie. Alors, voici la question. Combien de temps restez-vous dans un endroit qui n'aime votre culture que pendant le mois de l'histoire des Noirs, mais ignore vos besoins le reste de l'année? De plus en plus de familles noires disent que ce n'est pas ce qu'elles veulent. L'histoire est riche.
Mais on ne peut pas se nourrir d'histoire, on ne peut pas bâtir un patrimoine sur la nostalgie, et on ne peut certainement pas élever une famille dans un endroit où le progrès semble être une option. Nous sommes à mi-parcours du compte à rebours. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à Virtual Trap by Brian et activez la cloche de notification pour plus de contenu informatif. Revenons au sujet. Sainte-Caroline du Sud. La Caroline du Sud veut vous faire croire que tout n'est que bonne vibration de plage et hospitalité du Sud. Mais derrière les palmiers et les brochures de visite de plantation, il y a tout un tas de choses qui s'effondrent. Les personnes noires voient au-delà des façades pastel. C'est pourquoi de plus en plus d'entre nous décident de ne plus s'y installer. Examinons les statistiques. La Caroline du Sud se classe 42e en éducation, 39e en soins de santé et 41e en infrastructure, selon US News. Traduction. Les routes sont en mauvais état, les hôpitaux sont peu nombreux et le système scolaire est plus une source de confusion que d'apprentissage. Et vous savez qui en paie le prix? Les familles noires, en particulier dans les zones rurales et urbaines à majorité noire où les fonds disparaissent plus vite que les politiciens après le jour des élections. Maintenant, regardez Charleston. Autrefois un centre de la culture et de la résilience noire, elle est aujourd'hui tellement embourgeoisée que l'on pourrait croire que le but est d'effacer toute trace de son héritage gulagéché. Les familles noires qui y vivent depuis des générations sont chassées par des copropriétés de luxe, des bars à vin et des studios de yoga avec vue sur les plantations. Le prix médian d'une maison à Charleston est de plus de 500 000 $, tandis que le revenu médian des ménages noirs en Caroline du Sud n'est que de 43 000 $. Faites le calcul, ce n'est pas viable. Et pendant que l'argent du tourisme afflue, l'investissement public dans les communautés noires est bien maigre. Des quartiers entiers à Columbia, North Charleston et Florence attendent toujours des améliorations d'infrastructures de base. Mais la promenade en bord de mer, fraîchement pavée, bien sûr. La Caroline du Sud continue également de lutter contre l'équité raciale dans son système de justice pénale. Selon l'ACLU, les personnes noires sont 2,5 fois plus susceptibles d'être arrêtées pour possession de marijuana, même si les taux de consommation sont presque identiques à ceux des résidents blancs. Et ne parlons même pas des disparités de peine, car une fois que vous êtes dans le système ici, c'est collant. Oh, et ai-je mentionné que c'est un État où la loi sur le droit au travail s'applique? Cela signifie que les salaires sont bas, les syndicats sont faibles et les employeurs détiennent la majeure partie du pouvoir. Les travailleurs noirs sont souvent coincés dans des emplois mal rémunérés avec peu de possibilités d'avancement, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie et des services. Alors, dites-moi, élèveriez-vous vos enfants dans un endroit où leur histoire est commercialisée, leur culture est effacée et leur avenir est remis en question à chaque session législative? La Caroline du Sud vous sourit, mais coupe vos financements derrière votre dos. Les familles noires prennent conscience de cette réalité et se dirigent vers des États qui offrent plus que du thé sucré et du symbolisme. 4. Indiana. L'Indiana pourrait vous tromper avec ses autoroutes propres et son charme de petite ville, mais ne vous laissez pas distraire par les champs de maïs et les ponts couverts. C'est un État qui distille des micro-agressions avec une touche de discrimination raciale en matière de logement. Cet État ne s'effondre pas avec fracas. Il se décompose silencieusement sous une montagne de mauvaises politiques, d'effacement culturel et de négligence économique. Et de plus en plus de familles noires le voient tel qu'il est et font leurs valises. Commençons par les bases. L'Indiana se classe 41e en éducation, 38e en soins de santé et a disparu de la carte en matière d'équité et d'inclusion. Et même si Indianapolis fait de son mieux pour peaufiner son image avec des stades sportifs et des centres de congrès, les fissures apparaissent. Les écoles publiques sont sous-financées, la violence armée est en hausse et les principaux quartiers noirs voient leurs ressources évaporer tandis que les promoteurs tournent comme des vautours. Parlons maintenant de Gary. Autrefois une puissance de l'industrie et de la culture noire, Gary a perdu plus de 55% de sa population depuis les années 1960. Les familles noires sont parties, non pas parce qu'elles le voulaient, mais parce que les emplois ont disparu, les écoles ont fermé et l'État les a laissés derrière, comme une vieille aciérie que personne ne veut réparer. Aujourd'hui, Gary ressemble à un plan de ce qui se passe lorsqu'une ville pleine de potentiel noir est systématiquement vidée. Le revenu médian des ménages pour les résidents noirs de l'Indiana est d'environ 39 000 $, tandis que pour les résidents blancs, il est de plus de 62 000 $. Et pourtant, l'Indiana continue de prétendre qu'il n'y a pas de fossé de richesse raciale. Indice, il y en a un, et il s'élargit. Pendant ce temps, la discrimination en matière de logement est toujours une réalité. Demandez à n'importe quelle famille noire qui a essayé d'acheter dans certains codes postaux et a soudainement vu le vendeur disparaître ou le taux de prêt mystérieusement augmente. L'Indiana connaît également une présence croissante de nationalistes blancs, avec de multiples groupes de haine opérant ouvertement dans tout l'État, selon le Southern Poverty Law Center. Et la législature?
Elle a été occupée à interdire des livres et à surveiller les salles de classe au lieu de s'attaquer aux inégalités économiques ou à l'accès aux soins de santé. Et voici le clou du spectacle. De nombreux endroits où les familles noires luttent le plus sont également étiquetés comme des zones d'opportunité. Cela semble bien, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est un code pour « nous donnons des allègements fiscaux aux promoteurs tout en vous poussant dehors ». Alors, la question n'est pas seulement pourquoi les Afro-Américains quittent-ils l'Indiana, mais pourquoi y resteraient-ils? Lorsqu'un État efface votre histoire, restreint votre voix et compromet votre avenir, il n'y a qu'une seule décision intelligente à prendre, sortir. 3. Missouri. Le Missouri est cet État qui donne toujours l'impression d'être en pleine crise identitaire. Un pied dans le Midwest, un pied dans le Sud et les deux pieds dans un sacré pétrin. Et nous, les personnes noires, nous avons fait le travail émotionnel d'espérer que ça s'améliore jusqu'à présent. Les données sont là et le message est clair. Cet endroit s'effondre au ralenti et nous ne resterons pas pour le voir tomber. Commençons par Saint-Louis. Autrefois un centre majeur de la culture noire, elle figure désormais en tête des listes pour la criminalité violente, l'instabilité du logement et le déclin démographique. En fait, Saint-Louis a enregistré le taux de meurtre le plus élevé du pays en 2023, avec plus de 80 homicides pour 100 000 habitants. Le budget de la police est énorme, les résultats réels sont tragiques. Et pourtant, la population noire de la ville diminue. Elle est passée de 51% en 2010 à 45% en 2023 et la tendance ne ralentit pas. Pourquoi les gens partent-ils? Parce que les écoles échouent, les emplois ne paient pas et les quartiers sont embourgeoisés bloc par bloc. Pendant ce temps, vous recevez votre livraison Amazon plus rapidement que vous ne pouvez obtenir des services municipaux de base dans un quartier noir. Maintenant, traversez l'État jusqu'à Kansas City. Même chanson, deuxième couplet. Les promoteurs achètent des terrains plus vite que les habitants ne peuvent cligner des yeux, transformant les communautés noires de classe ouvrière en portefeuille d'investissement pour des gens qui n'y vivent pas. Les écoles publiques sont assiégées, les prix des logements montent en flèche et les projets de développement économique atteignent rarement, voire jamais, les zones qui en ont le plus besoin. Et le Missouri rural, toute autre histoire. Pensez au drapeau confédéré qui flotte encore, aux villes où la diversité signifie avoir deux saveurs de barbecue et aux personnes noires qui se distinguent comme des panneaux solaires dans un village amish. Parlons de l'incarcération. Le Missouri a une population carcérale qui est près de 40% noire, même si les personnes noires ne représentent que 11,8% de la population de l'État. La disparité est tellement ancrée dans le système que la réforme ne semble plus facultative. Elle semble nécessaire depuis longtemps. Et puis il y a Ferguson. Oui, ce Ferguson, l'étincelle qui a allumé un mouvement national. Et pourtant, la ville donne toujours l'impression que les leçons n'ont jamais été retenues. La surveillance policière est toujours agressive, les disparités sont toujours importantes et la responsabilité fait défaut, comme le logement abordable. Alors, demandez-vous, combien de fois un État doit-il gâcher son avenir avant que les gens ne décident d'arrêter d'être l'équipe de nettoyage? Le Missouri a eu une chance de devenir un modèle de renouveau urbain et de justice raciale. Au lieu de cela, il a redoublé de dysfonctionnements. Et maintenant, les résidents noirs font demi-tour vers la sortie. 2. Oklahoma. L'Oklahoma s'effondre en temps réel et ils essaient de faire passer des lois pour que vous ne le remarquiez pas. Des infrastructures défaillantes au théâtre politique déguisé en politique. Cet État réussit l'exploit rare de chasser les gens tout en prétendant prospérer. Et nous, les personnes noires, nous n'achetons pas ce que l'Oklahoma vend. Commençons par les bases. L'Oklahoma se classe 43e en éducation, 46e en soins de santé et près du bas en matière de sécurité publique. Ce n'est pas une période difficile. C'est une défaillance structurelle. Les enseignants partent en masse, les hôpitaux des zones rurales ferment et le nombre de résidents non assurés continue d'augmenter. Et vous savez qui est toujours touché en premier lorsque le système s'effondre? Les communautés noires. Les personnes noires ne représentent que 7,8% de la population. Mais elles constituent près de 30% de la population carcérale de l'État. Vous avez bien lu. Dans un État où l'industrie de la marijuana est en plein essor, les personnes noires sont toujours arrêtées pour possession à un rythme 5 fois plus élevé que les résidents blancs, selon les données de la CLU. Alors, pendant que certains ouvrent des dispensaires, d'autres essaient juste d'éviter d'être interpellés. Et Tulsa, le quartier de Greenwood, autrefois connu sous le nom de Black Wall Street, est aujourd'hui un symbole de ce qui a été pris et de ce qui n'a toujours pas été rendu. Le massacre de 1921 a anéanti des générations de richesses noires et 100 ans plus tard, l'État n'a toujours pas vraiment fait amende honorable. Ils organiseront un événement de commémoration, bien sûr, mais financer des programmes d'équité économique? Pas tellement. Pendant ce temps, le climat politique s'est transformé en un cirque.
Les législateurs interdisent des livres, surveillent les salles de classe et ciblent toute discussion sur le racisme systémique. On dit littéralement aux écoles de ne pas mettre les élèves blancs mal à l'aise. Traduction. Effacer l'histoire noire pour protéger la fragilité blanche. Le revenu médian des ménages pour les Afro-Américains de l'Oklahoma est d'environ 39 000 $ comparé à 60 000 $ pour les résidents blancs. Et avec l'augmentation du coût du logement dans des villes comme Oklahoma City et Tulsa, cet écart de revenus devient une crise à part entière. Vous ne pouvez pas bâtir un patrimoine générationnel lorsque vous gagnez à peine de quoi couvrir le loyer et l'épicerie. Et n'oublions pas les catastrophes naturelles. Tornades, vagues de chaleur, sécheresse. L'Oklahoma devient un point chaud climatique et l'infrastructure n'est pas construite pour y faire face. Avez-vous déjà vu un État essayer de légiférer contre la réalité? Parce que l'Oklahoma le fait à chaque session législative. Alors, dites-moi, pourquoi les familles noires déménageraient-elles dans un État qui les exclut activement de l'avenir tout en tirant profit de la culture qu'elles ont bâtie? L'Oklahoma aurait pu être une histoire de rédemption. Au lieu de cela, c'est devenu une mise en garde et les personnes noires la traitent comme telle. 1. Floride. La Floride était autrefois un rêve. Un climat doux, de belles plages et suffisamment d'opportunités pour justifier l'humidité. Mais en 2025, le rêve s'est transformé en quelque chose de tout à fait différent. Et nous, les personnes noires, nous le voyons, nous le ressentons, et de plus en plus d'entre nous disent non, merci.